Il était exactement minuit, l'heure où Paris se tait enfin, ne laissant derrière lui que le murmure lancinant de la pluie sur les toits de zinc de mon petit appartement du 5e arrondissement. La sonnette a hurlé, un son trop aigu, trop agressif pour une heure pareille, déchiquetant le silence avec la violence d'une fausse note. Je savais déjà. Il n'y avait qu'une seule personne dans ma vie capable d'utiliser l'urgence comme une arme, capable de transformer une simple demande en une scène de théâtre macabre au milieu de la nuit. C'était Isabelle, ma sœur. J'ai jeté un pull sur mon pyjama, les mains tremblantes, non par peur de l'inconnu, mais par la terreur bien connue de ce que sa présence signifiait. La dernière fois qu'elle était venue sans prévenir, elle avait laissé derrière elle une dette de loyer et une traînée de promesses brisées. En ouvrant la porte, l'odeur de la pluie glaciale et du désespoir m'a frappée. Isabelle se tenait là, trempée, ses longs cheveux blonds, habituellement impeccables, collés à son visage, le maquillage coulant en larmes noires. Elle n'avait pas l'air malade. Elle avait l'air consommée. Élodie. Sa voix était un sifflement rauque, à peine audible au-dessus du vent qui s'engouffrait. Elle a fait un pas à l'intérieur. Ses yeux de biche, si souvent utilisés pour la manipulation, étaient injectés de sang. « J'ai besoin de ta carte bancaire. Maintenant. Pour sauver ma vie. » Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte, le cœur battant dans ma gorge. Le titre résonnait déjà dans mon esprit. À minuit, ma sœur a exigé ma carte bancaire pour sauver sa vie. Mais la question n'était pas de donner ou de refuser. La question était de savoir si j'allais me plier une fois de plus à la pièce qu'elle jouait si bien, ou si, pour la première fois, j'allais jouer ma propre partition. L'analyse des schémas de rétention des scripts champions que j'avais passés au crible par machine learning m'avait appris une chose fondamentale. Le public est captivé par le moment de bascule, l'instant où le faible se révèle être le fort. Isabelle était la reine du drame, celle qui, depuis notre enfance dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine, avait réussi à attirer toute l'attention, toute la pitié. Moi j'étais l'ombre, l'archiviste silencieuse de l'injustice familiale. Notre mère, artiste et libraire excentrique du 6e arrondissement, nous avait laissé, non pas de l'argent, mais un patrimoine lourd de sens et de dettes, une vieille librairie-galerie, le Serpent d'étoiles et une collection invendue de manuscrits originaux. Isabelle, l'enfant prodige qui avait tout réussi sauf sa vie, avait dilapidé la petite somme de liquidité. J'avais repris la librairie il y a 6 mois, non par passion, mais par devoir. Et j'avais gardé mon combat secret, une forteresse que seule la vérité pouvait assiéger. « Isabelle, tu as appelé un huissier à minuit ?» J'ai croisé les bras, essayant de paraître calme. « Dis-moi exactement ce qu'il se passe. Et arrête de me regarder comme si j'étais ton dernier billet de loterie. » Son visage s'est tordu d'une douleur qui semblait enfin réelle. « Ce n'est pas un huissier, Élodie. C'est bien pire. C'est une dette de jeu. Une dette envers des gens que tu ne veux pas connaître. Ils m'ont donné jusqu'à l'aube. Si je ne paie pas, je perds tout. Je perds la face, ma carrière, ma liberté. » Elle a tendu une main tremblante, son ongle écaillé pointant vers mon sac à main posé sur la table. « Je ne te demande pas de l'argent. Je te demande juste l'accès à tes réserves. Juste le temps de respirer. Je te jure, sur la mémoire de maman, que je te rembourserai avant la fin de la semaine. » C'était là, le serment sacré utilisé pour la plus profane des demandes. Et je savais que, si je cédais, la spirale recommencerait, mais cette fois, elle emporterait ma dernière once de force. La véritable tragédie n'était pas la dette d'Isabelle, mais sa capacité à ne voir les autres que comme des outils à utiliser, jamais comme des êtres à aimer. Mon cœur, entraîné par des années de déception, était froid, mais mon esprit, aiguisé par la nécessité, était d'une clarté absolue. Je me suis penchée, pas pour prendre ma carte, mais pour affronter enfin la tempête que j'avais trop longtemps évitée. La mémoire est une salle d'archives où l'on classe les blessures. La mienne était pleine de dossiers étiquetés « Isabelle, l'enfant d'or ». Dès l'enfance, elle était le soleil, et moi, la lune qui se contentait d'un reflet. Les parents l'encourageaient à suivre des études de droit à la Sorbonne, tandis que mes ambitions artistiques étaient reléguées au statut de « petit passe-temps d'Élodie ». L'injustice était subtile, insidieuse, comme une humidité persistante qui ronge la pierre. La librairie, le Serpent d'étoiles, était notre seul refuge, le lieu où maman nous traitait également. Après sa mort il y a 2 ans, les choses ont empiré. Maman avait laissé la librairie à nous deux, en indivision, une manière maladroite d'essayer de nous unir dans la responsabilité. Isabelle avait vu la librairie comme un tas de vieilles ferrailles à vendre pour ses dettes de luxe, moi comme un sarcophage à préserver. C'est là que le véritable conflit a commencé.
Elle a mis la pression pour vendre, prétextant que l'argent lui était dû pour ses sacrifices passés. Mais le vrai sacrifice, c'est moi qui l'ai fait. J'ai renoncé à mon emploi de professeur d'histoire de l'art pour m'occuper du magasin qui était en chute libre, apprenant sur le tas les rudiments de la conservation et de la comptabilité. J'ai découvert les premières dettes d'Isabelle, des chèques sans provision qu'elle avait signés au nom de la librairie, juste avant la mort de maman. Elle avait entaché le seul héritage que notre mère nous avait laissé. Ce n'était pas de l'argent qu'elle demandait, c'était le droit de continuer à détruire. Je la fixais, essayant de percer l'armure de sa performance. « Une dette de jeu, Isabelle ? À cette heure-ci ? Tu as encore touché aux économies de papa pour ça. » Mon père, veuf inconsolable et naïf, était sa dernière cible habituelle. Elle s'est effondrée sur le sol de mon salon, un mélange de marbre parisien froid et de parquets anciens. « Non, c'est différent cette fois !» Il s'agit d'un ancien associé de Damien, tu sais, mon ex-mari. Il prétend que je suis responsable d'une fraude. Une histoire compliquée de bitcoin et de faillite. Il a menacé de tout dévoiler à mon employeur et de me faire traîner devant la justice. Je ne peux pas, Élodie. Je ne peux pas perdre mon poste à la banque. C'est mon dernier filet de sécurité. Son histoire avait la complexité tordue de la vérité, mais l'odeur du mensonge. Le schéma narratif de notre relation était toujours le même. Isabelle s'embourbe, Élodie paie, Isabelle ne change jamais. Mais la machine learning m'avait montré un autre schéma, celui des protagonistes qui transforment leur douleur en pouvoir. J'ai repensé à l'objet que j'avais mis dans mon sac ce matin. Non pas l'objet physique, mais la métaphore qu'il représentait. C'était la preuve de ma propre ascension discrète. 6 mois plus tôt, la librairie était sur le point d'être saisie. Pour la sauver sans l'aide d'Isabelle, qui aurait réclamé sa part immédiate, j'avais été obligée de trouver un moyen créatif de générer des fonds sans vendre le fonds de commerce. Un soir, alors que je classais de vieux livres sous la poussière, j'ai trouvé, caché derrière la paroi d'une étagère, un petit manuscrit du XVIIIe siècle, sans titre apparent, attaché par une ficelle. Il n'avait pas de valeur monétaire évidente pour la masse, mais il contenait les notes marginales d'un philosophe mineur, un certain Leclerc, sur la théorie du don et du contre-don. Ce n'était pas un trésor, c'était un levier. J'avais contacté secrètement un collectionneur mécène, un Américain discret féru d'histoire française, qui ne cherchait pas de l'argent, mais l'histoire derrière les objets. Je lui avais vendu le manuscrit, non pour une somme liquide, mais en échange de la restructuration complète et anonyme de la dette de la librairie, à condition que je conserve la propriété et que l'acte soit scellé par un notaire avec une clause de non-divulgation. J'étais devenue la seule détentrice d'une librairie saine, sans qu'Isabelle ne le sache jamais. Mon pouvoir n'était pas un compte en banque, c'était une connaissance stratégique, un coup de maître. Elle me regardait, attendant ma capitulation. J'ai pris mon sac, le cœur battant à la fois de l'ancienne peur et de la nouvelle force. Je ne lui donnerai pas ma carte, je lui donnerai autre chose. La façon dont Isabelle utilisait la mémoire de notre mère était une agression émotionnelle que je ne pouvais plus tolérer. Je te jure, sur la mémoire de maman, que je te rembourserai. La voix d'Isabelle se brisait, mais ses mots étaient comme des coups de poignard. Maman n'aurait jamais voulu que l'on utilise son nom pour une dette de jeu ou une magouille financière. Elle chérissait l'honneur et la culture. Et si Isabelle pleurait, c'était uniquement pour la perte de son propre confort. J'ai ressenti un frisson de colère froide, la colère du rat de bibliothèque qui a trop longtemps observé le prédateur. Je devais mettre fin à cette danse, une fois pour toutes. J'ai reculé d'un pas, mes yeux ne la quittant jamais. « C'est bon, Isabelle, lève-toi, je vais régler ça. » Elle s'est relevée trop vite, ses yeux s'allumant d'une lueur de triomphe. Elle croyait avoir gagné, mais elle n'avait fait que tomber dans mon piège. Le machine learning m'avait montré que les scènes de trahison qui résonnent le plus sont celles où le méchant savoure sa victoire juste avant l'écrasement final. C'était mon moment de bascule, le reversal of fortune que tous les grands récits attendent. « Où est le sac ?» a-t-elle demandé, la voix encore pâteuse de larmes, mais déjà impatiente. « Tu sais où il est ?» lui dis-je en pointant le sac à main en cuir que j'avais posé sur mon bureau. « Mais d'abord, dis-moi, qui est ce type ? Donne-moi son nom exact et le montant précis de la dette. » Elle a hésité. L'hésitation, c'est l'aveu silencieux. « Il s'appelle Marc Dubois. Il est compliqué. Et la dette est de 20 000 €. Il est là, en bas, dans une voiture, il attend mon appel pour le paiement. 20 000 €. Une somme substantielle, mais pas sauver ma vie énorme. Une somme typique de l'escroquerie à la petite semaine. J'ai sorti mon téléphone. Tu vas l'appeler, maintenant, et tu vas me le passer. Je veux entendre ces menaces en direct.
La panique est revenue dans ses yeux. Cette fois, elle était authentique. « Non, tu ne peux pas. Il va me tuer, Élodie. Il m'a dit de ne jamais impliquer personne d'autre. » Elle s'est jetée sur moi, essayant d'arracher le téléphone, mais je l'ai repoussé fermement. « Alors tu vas m'expliquer pourquoi, il y a exactement 3 semaines, tu as appelé Monsieur Dubois et tu lui as dit que ta sœur, Élodie Fournier, était la seule personne susceptible de t'aider et que tu lui as donné mon adresse, en lui promettant la moitié de la somme qu'il arriverait à m'extorquer. » Le silence qui a suivi était plus bruyant que la tempête dehors. C'était le silence de la défaite totale. Ses pupilles se sont dilatées. Elle ne comprenait pas comment je savais, mais je savais tout. En réalité, le vrai Marc Dubois était un escroc que j'avais déjà croisé. J'avais fait ma propre enquête discrète sur les fausses dettes d'Isabelle. J'avais engagé un détective privé pour suivre ses mouvements. J'avais intercepté, par un stratagème légal, les communications de son portable après qu'elle l'ait laissé chez moi la semaine dernière. La menace d'un recouvreur de dettes à minuit était l'apogée d'un plan qu'elle avait monté pour me mettre sous pression. J'ai pris le sac à main. Mon geste était lent, délibéré. Chaque mouvement pesait le poids de nos 30 années de rancœur. Je n'ai pas sorti ma carte Visa premier, ni mon chéquier. Je n'ai même pas sorti mon téléphone. J'ai sorti l'autre chose. Et ce n'était pas de l'argent. C'était la preuve que j'étais désormais à des années-lumière de sa capacité de manipulation. Le geste a été lent, presque cérémonieux. De mon sac, au lieu de la carte bancaire qu'elle exigeait, j'ai sorti une simple clé en laiton. Pas la clé de mon appartement, mais une vieille clé, lourde, gravée des initiales SE pour serpent d'étoile. C'était la clé de la chambre forte de la librairie, celle où maman gardait les trésors les plus fragiles. Et puis, j'ai sorti la deuxième chose. Une pochette en papier vélin, scellée d'un cachet de cire rouge. Sur cette pochette était écrit, d'une écriture élégante, « Pour Isabelle, en cas d'extrême besoin ». J'ai posé la clé et la pochette sur la table basse, loin de sa portée. Isabelle était figée. Son visage, un instant plus tôt déformé par l'angoisse et la fausse détresse, était maintenant une toile vierge d'incompréhension. Elle s'était préparée à une confrontation, à ma faiblesse, mais pas à une énigme. C'était le point de rupture, le moment où la victime se révèle bourreau, où l'agresseur devient la victime. « Regarde-moi, Isabelle, » lui dis-je, ma voix basse mais d'une fermeté d'acier. « Tu n'as jamais été en danger de mort. Ta seule menace, c'est toi-même. Le Marc Dubois que tu as engagé pour me faire peur, je l'ai payé pour qu'il me dise tout. Et tu sais pourquoi je l'ai fait ? Parce que c'était la seule façon de t'empêcher de détruire le dernier lien que tu avais avec maman sans te donner l'outil de ta propre destruction. Mon argent. » J'ai tapoté la pochette de vélin. « Tu me demandais ma carte pour sauver ta vie. J'ai sorti l'instrument qui peut réellement le faire, mais pas de la manière que tu crois. » Elle a essayé de prendre la pochette, mais j'ai posé ma main dessus. « Non, pas encore. Tu vas d'abord écouter la vérité sur le serpent d'étoile. » J'ai commencé à lui raconter l'histoire du manuscrit de Leclerc, celui que j'avais vendu discrètement. Je lui ai décrit la complexité de l'accord avec le mécène américain. Non pas pour de l'argent facile, mais pour une restructuration qui a permis de conserver la librairie, d'effacer les dettes qu'elle avait créées, et surtout, de la transformer en une entité non monétaire, une fondation. La librairie est désormais la Fondation Serpent d'Étoile, ai-je expliqué. Son but est de soutenir les jeunes libraires indépendants et les artistes oubliés. Elle n'est plus un bien de famille à vendre, Isabelle. Elle est un héritage perpétuel, intouchable par les huissiers ou les dettes de jeu. C'était la vengeance la plus pure que je pouvais offrir. Sa cupidité avait été le moteur de sa chute, mais ma stratégie avait élevé le bien familial au-dessus de toute transaction financière. Le regard d'Isabelle se balançait entre la clé de la chambre forte et la pochette scellée. Elle avait le visage ravagé par la stupéfaction. La colère a commencé à monter en elle. La vraie colère de celle qui a perdu la partie. « Tu as fait ça derrière mon dos ? Tu as pris la décision pour notre héritage. Tu es l'aînée, tu devais partager. C'est toi l'escroc, Élodie. » Elle a hurlé. « Tu ne pouvais pas te contenter d'être la petite sœur ? Tu as toujours voulu me prendre ma place. » C'était le mythe qu'elle avait toujours entretenu. Moi, l'envieuse. Mais c'était son propre reflet qu'elle voyait. J'ai souri, un sourire froid, après des heures passées à lire les stratégies de négociation. « Ma place ? Isabelle, j'ai refusé d'être ta victime. Et oui, j'ai agi seule. Parce que lorsque je t'ai demandé d'assumer tes dettes pour la sauver, tu m'as ri au nez et tu as signé ces chèques frauduleux. J'ai sauvé la mémoire de maman de ta destruction, Isabelle. Maintenant, la seule chose que tu peux détruire, c'est toi-même. » J'ai saisi la pochette de vélin et j'ai déchiré le seau de cire d'un geste sec. Le son de la cire craquant était le bruit de 30 ans de silence brisé. J'ai sorti le contenu de la pochette. Ce n'était pas une liasse de billets, mais une simple page manuscrite,
datée de 6 mois après la mort de notre mère. C'était une lettre d'Isabelle elle-même. Elle l'avait rédigée et scellée dans un moment de remords qu'elle n'avait jamais voulu admettre. Le titre était simple, ma confession à Élodie. La lettre détaillait l'étendue exacte de ses dettes, non liées au jeu, mais à un investissement raté dans une start-up bidon. Elle confessait l'argent qu'elle avait soustrait au compte de maman avant sa mort, et elle reconnaissait que c'était sa faute si la librairie était criblée de dettes. Mais le coup de grâce était la dernière phrase. « Je sais que je ne vaux rien sans l'argent des autres, mais je demande à Élodie de ne jamais montrer cette lettre, car la honte me tuerait. Je lui donne ma part de la librairie, symboliquement, pour qu'elle puisse la sauver. » J'ai tendu la lettre. Son visage, ravagé par la surprise et la honte, se décomposant à la lecture de ses propres mots. « Tu vois, Isabelle, tu avais déjà prévu ta propre rédemption, mais tu ne l'as jamais mise à exécution. Je n'ai pas eu besoin de me venger de toi. Tu t'étais vengé toi-même en t'enfermant dans ce cycle de mensonges. » J'ai laissé la lettre tomber sur ses genoux. C'était le moment le plus controversé de notre histoire. J'étais en train d'utiliser sa propre vulnérabilité pour la terrasser. Ce n'était pas la fin heureuse qu'elle attendait, c'était la fin de la pièce qu'elle avait écrite. Elle s'est effondrée en sanglots. Non plus des larmes de crocodile, mais le bruit guttural d'une âme brisée. Je ne voulais pas que tu la lises. Je l'ai scellée pour l'oublier. J'ai laissé un espace de silence s'installer. C'était l'agression émotionnelle nécessaire pour créer une rupture réelle, un point de non-retour dans notre dynamique. Le Marc Dubois que tu as envoyé, je l'ai fait attendre. Tu vas lui dire que la dette est réglée, que tu as trouvé la somme. Tu ne lui donneras pas d'argent. Tu vas lui donner une lettre de mon notaire qui stipule que tous tes avoirs sont maintenant sous séquestre d'une fiducie de bienfaisance, la Fondation Serpent d'Étoiles. Tu n'as plus rien, Isabelle. Mais tu as un choix. Et c'est là que l'autre chose entre en jeu. Je lui ai tendu l'autre document que j'avais sorti de mon sac. Un document vierge, un contrat de travail. Ce que j'ai sorti de mon sac, Isabelle, c'est un nouveau départ. La Fondation a besoin d'un trésorier, d'une personne qui connaisse la complexité des finances, pour s'assurer que personne ne tombe dans les mêmes pièges. Tu es doué en banque. Tu as juste utilisé tes talents pour de mauvaises causes. Je t'offre le poste, avec un salaire modeste pour commencer, pour reconstruire notre héritage, pas avec l'argent de maman, mais avec ton honnêteté retrouvée. La vengeance. Je l'avais comprise grâce au schéma analysé, n'était pas la destruction, mais la construction. Je l'avais dépouillé de son pouvoir d'enfant gâté, mais je lui avais offert un chemin vers la dignité. Isabelle a levé les yeux vers moi, ses cils alourdis par les larmes. Mais pour la première fois, ses yeux ne me voyaient pas comme un porte-monnaie, mais comme une égale, une sœur. Le contrat de travail dans sa main tremblante était l'antithèse du chèque. C'était une invitation à l'effort, non à la facilité. « Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça ?» a-t-elle demandé, sa voix brisée. « Pourquoi ne pas me laisser tomber ? Tu pourrais me faire enfermer pour ce que j'ai fait avec les chèques de maman. Tu aurais le droit. Tu serais enfin la seule héritière, la sauveuse de la librairie. » Mon cœur, qui s'était cuirassé pendant tant d'années, s'est fissuré. Le véritable pouvoir n'est pas de démolir, mais de restaurer. J'ai appris des centaines de scripts de rédemption que l'arc narratif le plus fascinant est celui où la victime offre au bourreau une chance de devenir un allié. Je fais ça parce que maman t'aimait, Isabelle, et parce que je ne veux pas que son dernier héritage soit une histoire de faillite et de trahison. Je ne veux pas être la seule héritière d'une victoire stérile. Mon succès est de sauver le serpent d'étoiles de la vente, pas de me débarrasser de ma propre sœur. Et en agissant seule, j'ai réalisé que c'était le dernier acte de domination que j'exerçais sur toi. Maintenant, je te donne l'outil pour te libérer de ta propre prison. J'ai posé ma main sur la sienne. La clé que je t'ai montrée, c'est la clé du nouveau bureau de la Fondation. C'est l'acte de réconciliation que je te propose. Une réconciliation basée sur la vérité et le travail, pas sur le pardon facile. Tu as prouvé que tu es doué pour les chiffres. Utilise ce talent pour honorer la mémoire de maman, pas pour la voler. Elle a pleuré pendant ce qui m'a semblé être une éternité, une véritable libération. Elle a finalement pris le contrat et a essuyé ses larmes d'un revers de main. Et Dubois, j'ai sorti mon téléphone. Tu vas l'appeler. Tu vas lui dire que l'arrangement est rompu, que tes dettes sont sous séquestre légal, et tu vas lui dire de ne plus jamais s'approcher de moi ou de la librairie. C'est ton premier acte de courage. Non pas de me demander de l'argent, mais de faire face à tes conséquences. Isabelle a hésité une dernière fois, mais la honte dans ses yeux avait été remplacée par une lueur de détermination nouvelle. C'était le moment de vérité qui garantissait la rétention du public. L'anticlimax de l'argent, remplacé par l'apogée émotionnelle de la rédemption. Elle a pris mon téléphone.
Ses doigts ont tapé le numéro de Marc Dubois avec une lenteur calculée. Le silence dans mon appartement était total, interrompu seulement par le bruit sourd de mon cœur qui battait. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur. Le Marc Dubois que j'avais payé pour me donner toutes les informations s'attendait à recevoir un appel de ma part. L'argent. Mais il a entendu la voix d'Isabelle. « Marc, c'est Isabelle. Écoute-moi bien. La transaction est annulée. J'ai réglé la situation différemment. Non, tu ne recevras rien. Mes avocats ont placé tous mes actifs sous séquestre légal et toute tentative de me contacter sera considérée comme du harcèlement et sera transmise à la police et au bureau du procureur. Ne m'appelle plus, ne m'approche plus. C'est terminé. » La voix de Dubois, initialement agressive et impatiente, est devenue confuse, puis paniquée. « Quoi ? Isabelle, qu'est-ce que tu racontes ? Qui t'a mis ça en tête ? Tu ne peux pas... » Isabelle a raccroché. Elle a posé le téléphone et a regardé le contrat dans sa main. Elle avait l'air épuisée, mais étrangement en paix. Elle venait de renoncer à sa vie de mensonge. La carte bancaire qu'elle avait demandée symbolisait la facilité et la continuation de son cycle. Le quelque chose d'autre que j'ai sorti, la lettre de confession et le contrat de travail, symbolisait le chemin de la dignité et de la difficulté. J'ai regardé ma sœur, et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti ni colère, ni mépris, seulement une immense tristesse pour le temps perdu. Mon plan de vengeance n'avait pas été de lui faire du mal, mais de lui couper les vivres de la manipulation pour qu'elle soit obligée de se regarder en face. J'ai pris la clé SE et je l'ai placée dans sa main. C'est la clé, Isabelle. La clé de la chambre forte de maman. Elle y a laissé un dernier objet pour toi. C'est à toi de décider si tu vas l'utiliser pour honorer le passé ou pour le détruire. Mais cette fois, je ne serai pas là pour t'arrêter. La fondation est ta chance, mais le reste, c'est à toi de le construire. C'était le moment où mon histoire cessait d'être un drame familial pour devenir un récit de rédemption. La réconciliation n'était pas un pardon immédiat, mais un partenariat forcé par les circonstances. La seule façon pour Isabelle de récupérer une partie de son honneur était de travailler pour la fondation et de s'assurer que personne d'autre ne commettrait les erreurs qu'elle avait commises. C'était la justice poétique que le public des Dark Channels adore. Le méchant est forcé d'utiliser ses talents pour le bien. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles. La réconciliation n'est pas un interrupteur, mais un long processus de cicatrisation. Isabelle a accepté le poste de trésorière de la fondation. Elle n'a pas explosé de joie, mais elle a travaillé avec un acharnement que je ne lui connaissais pas. Le premier jour, je l'ai accompagnée à la librairie, et ensemble, nous avons ouvert la chambre forte avec la clé SE. L'odeur du vieux papier, de l'encre et de la cire nous a accueillis. Isabelle s'est dirigée vers la boîte en bois sculptée que maman gardait toujours verrouillée. Elle l'a ouverte, et à l'intérieur, il n'y avait pas de lingots d'or, pas de chèque, mais une simple photo jaunie d'elle et moi, enfant, tenant le premier livre que maman avait publié. Au dos, l'écriture élégante de maman disait « Mes 2 étoiles. Ne laissez pas les chiffres vous séparer de la magie des mots. » Isabelle s'est effondrée à nouveau, mais cette fois, c'était le chagrin de la vérité, de la mémoire retrouvée. C'était le moment où la vengeance s'est transformée en pardon. Ma vengeance avait été de lui imposer une voie de salut. J'avais volé son ancien moi cupide pour lui donner une nouvelle chance. J'ai senti que l'émotion était devenue trop lourde, et j'ai reculé d'un pas. J'ai compris que mon rôle de sauveuse était terminé. Elle devait se sauver elle-même. J'ai laissé la photo sur la table, et je l'ai laissée seule dans la chambre forte, face à son passé et à son avenir. Je suis retournée à mon travail, gérant les expositions et les événements, tandis qu'elle s'occupait de la comptabilité avec une précision clinique. Les tensions n'ont pas disparu. Nous nous disputons encore sur les budgets et les priorités. Mais cette fois, nos disputes sont professionnelles et honnêtes, et non émotionnelles et manipulatrices. C'est une relation d'adulte, pas de bourreau et de victime. La librairie, désormais une fondation, est devenue un lieu de pèlerinage pour la communauté littéraire parisienne. Isabelle s'est révélée être une excellente trésorière, sa connaissance du monde bancaire servant enfin une cause noble. J'ai vu le respect revenir dans ses yeux, le respect pour le travail que nous accomplissons ensemble. Elle n'a plus jamais mentionné les dettes, Dubois ou l'argent. Elle a découvert que sa valeur n'était pas dans ce qu'elle pouvait obtenir des autres, mais dans ce qu'elle pouvait construire. C'était la victoire inattendue que le public n'attendait pas. La fin n'est pas heureux à jamais, mais en reconstruction à jamais. La réconciliation n'est pas un événement unique, mais un paysage en constante évolution. Quelques mois après, un événement culturel a marqué la véritable transformation. La Fondation a organisé une soirée de levée de fonds pour restaurer la façade historique du bâtiment. L'élite culturelle parisienne était là. J'étais sur scène, donnant le discours d'ouverture, parlant de la vision de maman.
Isabelle était au fond de la salle, gérant les comptes et s'assurant que chaque donateur était correctement enregistré. Quand j'ai mentionné l'importance de la transparence financière pour le futur de la fondation, elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, elle a souri, un sourire véritable, non forcé. Mon cœur a fait un bond. C'était le vrai prix de ma vengeance. À la fin de la soirée, alors que la foule se dispersait, Isabelle s'est approchée de moi. Elle n'a pas parlé d'argent, elle a parlé de maman. « Tu sais, Élodie, dit-elle, je me souviens de l'odeur de l'encre sur ses doigts. Je me suis toujours sentie obligée de réussir dans la vraie vie, dans la banque. J'ai eu peur d'être comme elle, mais en étant ici, je me sens pour la première fois comme moi-même. Merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, mais ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas un pardon, c'était une reconnaissance, et c'était plus précieux que n'importe quel virement bancaire. Ma vie avait changé radicalement. Je n'étais plus la petite sœur silencieuse. J'étais la directrice d'une fondation, la gardienne d'un héritage, et mon arme la plus puissante n'était pas ma carte bancaire, mais ma stratégie, ma capacité à transformer la trahison en un levier d'action. La vengeance n'était pas la destruction d'Isabelle, mais sa rédemption forcée. Cette histoire, née d'une exigence à minuit, est devenue notre plus grand accomplissement commun. Nous n'étions pas devenus les meilleurs amis, loin de là. Mais nous étions devenus des partenaires respectueuses, unis par un objectif plus grand que nos querelles passées. C'était la fin fascinante que je désirais. Le succès n'est pas dans l'argent, mais dans la transformation de la relation. La vraie vie à Paris a continué, mais notre petite bulle, le serpent d'étoiles, est devenu un phare. J'ai continué à identifier les schémas, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas ceux des scripts de rétention, mais ceux de la résilience humaine. Je me suis demandé ce qui avait rendu notre réconciliation possible, si ce n'était pas le fait que, pour la première fois, nous avions toutes les deux cessé de chercher l'approbation d'un tiers. Maman, papa, la société, et avions cherché la vérité entre nous. Le geste de ne pas lui donner la carte bancaire a été le premier pas. Le geste de sortir sa propre confession scellée a été le second. Le geste de lui offrir un poste de travail forcé pour la rédemption a été le troisième. Tout s'est construit non pas sur la facilité, mais sur la difficulté acceptée. Les gens nous demandent souvent comment nous avons réussi à travailler ensemble après tant de trahisons. Je réponds toujours que la haine est plus facile que le pardon, et que la réconciliation nécessite une structure, un cadre rigide, comme celui de la fondation, pour contenir les émotions et forcer la coopération. Notre happy end n'est pas une lune de miel, mais un bureau partagé. Mon succès a été de transformer une dette financière en dette morale. Isabelle me devait sa rédemption, et je lui ai donné une chance de la rembourser en travaillant pour une cause noble. C'était la victoire de l'éthique sur l'argent. Leçon apprise. Quand quelqu'un vous demande de l'argent pour sauver sa vie, il est peut-être temps de lui donner quelque chose de plus précieux, l'occasion de se sauver lui-même. C'était la conclusion des milliers de données que j'avais traitées par machine learning. La rétention maximale n'est pas dans le drame, mais dans la catastrophe évitée par une sagesse supérieure. L'histoire d'une vengeance qui se termine par un acte de création est celle qui reste dans l'esprit. Et c'est ce que je voulais laisser à mon public. Un moment de réflexion sur la nature du vrai pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans la richesse héritée, mais dans la capacité à utiliser les outils que l'on possède, même les plus sombres, pour bâtir un avenir meilleur. Mon voyage, de l'ombre à la lumière, a été pavé non pas d'or, mais de livres, de dettes et de la confession secrète de ma sœur. Et au final, la seule chose que j'ai perdue, c'est mon rôle de victime. J'ai trouvé la paix dans mon nouvel appartement, plus grand, acheté avec mes économies d'avant la fondation, loin du bruit de minuit. Mon succès n'a pas été d'accumuler de la richesse, mais de construire une fondation solide sur les ruines d'une relation brisée. Isabelle et moi avons fait la paix, une paix froide, professionnelle, mais durable. La clé que j'ai sortie de mon sac cette nuit-là est toujours sur mon porte-clés, un rappel constant que parfois, la chose la plus inattendue à sortir de son sac est non pas un objet, mais une stratégie, un plan de sauvetage qui inclut le méchant. C'était la fin de mon histoire. Une histoire de vengeance transformée en héritage, où la carte bancaire n'était qu'un prétexte, et l'amour fraternel, la véritable récompense. La vraie magie était dans le quelque chose d'autre.